Donc Philohack, c'est la première application philosophante sur appli smartphone. Le but n'est pas de faire de la vulgarisation de la philosophie en exposant de façon froide et non ludique des penseurs. Le but, c'est de pouvoir entrer, un peu comme dans une recherche Google, une question, un thème, un sujet de philosophie. Et ce que fait l'application, c'est qu'elle nous propose sur mesure, en s'adaptant à nos goûts, à notre niveau, suite à plusieurs interactions qu'on aura avec elle, une leçon de philosophie, un plan de dissertation, des citations qui ont été intelligemment choisies. Et donc voilà, c'est une application qui est une sorte de philosophie assistée par informatique. Le but, c'est que ça soit à la fois un assistant qui permette d'envoyer la réflexion dans des dimensions qu'on n'aurait pas forcément convoquées, et qui permettent de tisser un fil narratif, un fil de raisonnement intelligent. Philohack ne s'adresse pas forcément à des étudiants en philo, alors c'est sûr qu'ils vont beaucoup s'amuser parce que pour eux les références à des grands auteurs seront beaucoup plus familières, mais je pense vraiment que c'est pour tout le monde. Un adolescent de 13 ans peut s'amuser avec Philohack, à découvrir la pensée d'auteur, à essayer de voir ce que c'est un raisonnement, de voir ce que c'est une problématisation. Et bien sûr, ceux qui passent le baccalauréat en 2018 vont pouvoir bénéficier de l'application Philohack parce que dans Philohack, il y a une méthode voyoute. La méthode voyoute, c'est une façon d'arnaquer le correcteur au baccalauréat pour avoir une excellente note avec on va dire quelques heures de révision seulement. Philohack, c'est la possibilité, sans même avoir une connexion Wi-Fi ou la 4G, tout va être dans l'application, c'est la possibilité d'apprendre la philosophie de façon interactive. Et on interagit avec qui, avec quoi? On interagit avec Philohack. Philohack est un début d'intelligence artificielle. Il y aura un système d'apprentissage continu, et plus on aura d'interaction avec Philohack, parce que chaque élément de réponse, on pourra le liker, le disliker, dire je ne comprends pas. Et ces micro-interactions entre l'utilisateur et Philohack vont permettre à Philohack de s'améliorer en continu, ce qui est un des premiers principes de l'intelligence artificielle. Donc on aura au début tous le même Philohack, et puis à force d'interaction avec Philohack, chaque utilisateur aura son Philohack à lui, son petit philosophe portatif. Voilà, ça commence de façon assez ludique et modeste, et le but est évidemment d'arriver à IMLAC, Intelligent Matricial Language About Concepts, donc la première intelligence artificielle philosophique. On n'en est pas encore là. On a 3 onglets dans Philohack, 3 possibilités de niveau. Donc il y a le niveau bac qui se concentre vraiment sur les auteurs du bac et les notions du bac, même si ça peut déborder. On peut mettre aussi l'onglet de niveau au niveau fac, faculté, université. Donc là, on a beaucoup plus d'auteurs que le niveau bac et des notions plus complexes, on entre plus dans les œuvres. Et puis il y a le niveau vrac, alors là on prend tout comme son nom l'indique, c'est le bazar, on peut avoir du Jacques Brel, on peut avoir des chanteurs, on peut avoir des écrivains, voilà, on a un peu de tout, tout ce qui est dans la machine est convocable. La philosophie forcément va être au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va toucher tous les métiers, et évidemment tous les métiers qui nécessitent un recoupement, un questionnement, des données, voilà, une argumentation qui ont rapport au langage. Donc forcément, et c'est important, je pense, aujourd'hui, pour ceux qui font de la philosophie leur activité principale, c'est mon cas, d'aller du côté de l'intelligence artificielle. Alors moi, j'ai une spécificité aussi, c'est que j'ai codé depuis l'âge de 10 ans. C'est quelque chose que j'ai peu mis en avant parce que je l'ai presque occulté. Quand j'ai fait des études de philosophie, j'ai voulu tout de suite combiner plus de 10 ans de programmation, parce que j'étais vraiment ce qu'on appelle un geek, mais à l'époque, dans les années 82-83, mon école, le cours Spinoza à Paris, cours Spinoza, c'est pas mal, mon école nous a donné les premiers postes informatiques, et on a appris avec des cours d'informatique, Monsieur Boulet était notre professeur, dès l'âge de 10 ans, à programmer. Et ça ne m'a plus quitté, j'ai eu très vite mon micro-ordinateur à la maison, et j'ai programmé, mais à m'enfermer dans ma chambre toute mon enfance, toute mon adolescence, j'étais complètement programmeur. J'ai appris le basique, l'assembleur, le C, et j'étais à fond dedans.
Et donc ça a fait mon esprit, ça a fait ma façon de réfléchir, et j'ai toujours abordé la philosophie aussi en codeur, en programmeur ou en logicien. Quand j'ai après fait de la logique à l'université, c'était évidemment un grand plaisir parce que je renouais avec mes jouissances informatiques d'avant. Donc cette idée d'un code, cette idée d'une logique informatique, c'est ce qui me préside pour moi à la création du jeu du Phénix, qui est un système en fait qui permet de formaliser tout ce qui se passe dans le monde, donc un système logique déguisé en tarot philosophique. Ça permet de créer ce que j'appelle le code Matt-Kaliné, qui est un code, ça va être mon prochain ouvrage pour cette année, un code qui permet aussi cette formalisation, mais de façon beaucoup plus distancée par rapport au symbole. Et Philohack, évidemment, c'est l'aboutissement de cette double, je dirais même triple, convergence, parce que la musique aussi, je l'appréhende sous forme un peu algorithmique et sous forme un peu mathématique. Elle se prête bien à ça. Je pense que la logique n'est pas du tout opposée à la philosophie. D'ailleurs, toute la philosophie analytique anglo-saxonne le montre. Il y a des grands penseurs de philosophie analytique, c'est pas trop ma tasse de thé, mais voilà, quand vous avez Gilbert Ryle, philosophe anglais, qui dit finalement que le but de la philosophie c'est d'éviter les confusions. Ça rappelle vraiment Wittgenstein, d'ailleurs c'est un continuateur de Wittgenstein. Donc Gilbert Ryle nous explique finalement que on est dans des confusions de catégories conceptuelles, et donc il faut pratiquer ce qu'il appelle l'analyse conceptuelle pour en fait éviter beaucoup de problématiques. Et il y a tout un courant philosophique qui consiste à dire que avec plus de logique, on évite des erreurs, on évite des fausses questions, etc. Alors moi, j'ai une approche de la logique beaucoup plus créative. C'est-à-dire que pour moi, la logique doit nous aider à créer, à inventer du nouveau, à parcourir les possibilités du dire, comme disait Montag. Et donc voilà, c'est pas tellement éviter les erreurs, c'est pas trop débugger le langage, c'est pas ça qui m'excite dans la philosophie logique, mais ce qui m'intéresse, c'est proposer des nouvelles possibilités de dire, et je pense que l'informatique et l'intelligence artificielle vont permettre ça. Par exemple, pour construire Philohack, on a fait entrer beaucoup de philosophie dans la machine, et par des algorithmes que j'ai conçus, même si je ne les ai pas programmés, parce que les langages de programmation aujourd'hui, je ne les maîtrise pas. On a une équipe de développeurs au Vietnam, mais par contre, j'ai conçu quand même l'algorithme. Et donc, en concevant ça, je me suis rendu compte que forcément, on va trouver du nouveau. La machine va nous permettre des corrélations, des émerveillements par les rapprochements qu'elle va faire entre des concepts qu'on n'aurait pas rapprochés ou des penseurs qu'on n'aurait pas rapprochés. Et donc c'est aussi une façon de redistribuer un peu nos connaissances philosophiques de façon apparemment aléatoire, même s'il y a des algorithmes qui président à cette exposition. Et donc c'est extrêmement fécond. Moi je vois dans le code et la philosophie et la logique quelque chose d'extrêmement créateur. J'appelle ça solarpunk. Solarpunk, c'est vraiment l'idée qu'on est dans une augmentation de la liberté et de l'anarchie au sens beau du terme, au sens émancipateur du terme. Punk, en ce sens-là, on le fait soi-même et puis on assume sa liberté dans une vraie jouissance. Et solaire parce qu'on n'est pas dans une vision dystopique du futur numérisé. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça pose d'immenses questions éthiques et d'immenses questions philosophiques. Donc je vois l'émergence de l'intelligence artificielle philosophique comme une reconsidération salutaire de la philosophie par elle-même, une sorte de méta-philosophie qui est absolument indispensable parce que sinon on s'enferme dans une philosophie universitaire féodale, même si elle aborde de plus en plus, parce que c'est la mode, une mode d'ailleurs que j'ai assez initiée en remettant la pop philosophie au goût du jour dans les années 2001-2002. Robert Maggiori, lorsque j'ai sorti Je t'aime, dit que ce livre pop philosophe, c'est un mot qui a été remis du coup au goût du jour, et l'université a voulu suivre cette mode que je lançais en analysant la télé-réalité ou les violences urbaines avec un angle philosophique en 2001 et 2002. Mais le problème de la philosophie universitaire, d'abord, c'est qu'ils sont un peu en retard par rapport à l'expérimentation de ce que c'est la machine. Je veux dire, ils ne sont pas tous codeurs et ils ne sont pas tous hackers. Voilà, alors ils peuvent lire des revues, mais c'est toujours par procuration qu'ils ont une connexion dans la technologie. Et puis deuxième truc fondamental, c'est qu'ils ne sont pas libres de penser. De plus en plus, je me rends compte que l'université a tendance à stériliser et rendre conformistes les esprits plutôt qu'à laisser un rayonnement justement solaire de possibilités, d'inventions, de créativité. Donc j'ai été éditeur pendant quelques années.
j'ai eu affaire à voilà, toute une génération de jeunes philosophes sortant de l'université. Et bon, le constat pour moi est sans appel. J'ai pas vu quelque chose qui m'a séduit. Pour être séduit par des philosophes jeunes aujourd'hui, c'est plutôt des autodidactes ou des gens qui ont d'autres métiers et qui croisent la philosophie avec des passions qu'ils ont charnellement vissées à leurs rêves, à leurs désirs. Ce qui m'intéresse, c'est comment les pratiques vont pouvoir devenir transdisciplinaires grâce à la philosophie. Pour moi, la philosophie a un rôle à jouer au XXIe siècle, c'est de rendre transdisciplinaires les disciplines. C'est de d'écrouler les silos et de faire en sorte que le compartimentage, tous les compartimentage entre les matières, compartimentage entre de l'individu par rapport à lui-même, que tous les compartimentages deviennent poreux, perméables et volent en éclats. Et donc, la philosophie est une puissance de décompartimentation. Voilà, la philosophie permet de sortir des compartimentages. Et Philoac, c'est exactement ça. Dans une leçon de Philoac, vous aurez des auteurs venant de tous les horizons avec une réflexion artificielle, philosophique, qui va les nouer, les tisser dans une argumentation qu'il nous faudra aussi produire, parce que Philoac ne va pas nous mâcher le travail. Mais on n'est pas tellement dans l'éthique, on est dans la créativité. Je crois qu'on avancerait beaucoup aujourd'hui en intelligence artificielle si on se calmait sur le côté performance, rentabilité, business plan, et si on axait sur l'idée de création, d'innovation et presque de littérature au sens propre du terme. Le problème, c'est que ceux qui développent l'intelligence artificielle, en général, ce sont des startups avec des business plans qui visent une rentabilité. C'est normal, hein, c'est logique, c'est une logique entrepreneuriale. Le grand avantage qu'on a avec Philoac, c'est que c'est mon argent que je mets là-dedans, et c'est ma société qui le développe, et qu'on ne vise pas du tout, d'ailleurs on n'a pas le business plan, on fait Philoac, oui, on a la possibilité effectivement de payer quelques petits euros pour avoir un truc qui s'accélère, mais sinon c'est totalement pour l'aventure intellectuelle en elle-même. On n'est pas dans une logique de performance entrepreneuriale, on est dans une logique de créativité philosophique. C'est-à-dire que c'est une application faite par quelqu'un qui est engagé dans la philosophie et qui vise à décupler la créativité philosophique. On n'est pas du tout dans un horizon entrepreneurial. C'est ça qui me séduit, et c'est pour ça qu'on tient à notre indépendance. On n'a pas d'appel d'offres, on n'a pas de partenaire, je dirais, financier. On veut rester autonome sur ce bébé, sur ce projet, et c'est ça qui est assez excitant, c'est cette liberté que l'on a de pouvoir mener cette expérimentation philosophique numérique là où on veut la mener. La philosophie, c'est d'agrandir nos libertés et de nous les rendre plaisantes, ces libertés, de les décliner selon une ligne de beauté, une ligne de vie. Donc effectivement, il faut insinuer dans nos téléphones portables de la liberté, des fenêtres qui nous ouvrent des horizons nouveaux. Et je déplore que la plupart des applications sont des choses enfermantes, hyper addictives, et qui ne sont pas, je dirais, source d'inspiration. Le but, c'est qu'on ait tout le temps la possibilité, avec cet instrument qui est le téléphone portable, un instrument qui risque souvent de nous enfermer dans des bulles, dans des cycles, dans des boîtes noires, et ben là justement que c'est un ouvre-pensée, voilà, un ouvre-pensée qui nous ouvre sur des émerveillements intellectuels venant de sources sûres, j'allais dire, c'est-à-dire de la philosophie occidentale. On a pris aussi un peu de philosophie orientale, mais c'est à 90% de la philosophie occidentale. Tout le monde est invité à contribuer à Philoac, principalement de 3 façons différentes. La première façon, c'est évidemment de liker, de disliker et de dire « je ne comprends pas » à chaque bribe. Les bribes, c'est les petites entités minimales de sens que l'on a dans Philoac et qui, les unes à la suite des autres, comme un collier de perles, nous proposent un fil continu de raisonnement. On pourra à chaque paragraphe liker, disliker, dire « je ne comprends pas » de façon à ce que la machine apprenne, hein, c'est le principe d'une intelligence artificielle. Ça, c'est la première façon de contribuer. Il y a une autre façon de contribuer à Philoac, c'est de proposer des bribes. Chaque utilisateur pourra proposer des petits paragraphes
minuscules, un peu comme dans Wikipédia où on peut proposer des articles ou de toucher à certains articles. Là, on pourra éditer des bribes. Évidemment, on a une équipe en chair et en os derrière et en cerveau humain qui va éditer ces bribes, les trier, etc. Mais chacun, quand il apprend quelque chose dans un livre d'intéressant, quand il voit quelque chose à la télé, un documentaire et que ça lui donne des arguments, quand il est en cours et qu'il se dit tiens, ça dans mon cours c'est intéressant, on pourra éditer des bribes, donc c'est des paragraphes de 300 signes, et donc les envoyer. Et donc Philohack pourra se nourrir de la contribution de tous ses utilisateurs. Et la troisième façon de contribuer à Philohack, c'est de partager. Partager l'appli à nos amis, c'est une appli qui sera gratuite, et donc on peut le partager à tous ceux d'abord qui passent le bac, parce que ça va être une aide précieuse pour avoir une très bonne note, et aussi à tous ceux qui sont intéressés par l'intelligence humaine, parce que une application d'intelligence artificielle philosophique, c'est d'abord une application de philosophie. Et donc ça touche les choses les plus élevées qu'ont produit les intelligences humaines. Donc c'est important plutôt que de commencer par une intelligence qui imite le bébé pour après apprendre à marcher ou qui imite l'œil pour après apprendre à reconnaître, nous on imite le philosophe pour essayer de devenir philosophe. Donc on inverse finalement le processus. Plutôt que de partir du bas de l'intelligence, les fonctions primaires, les choses basiques, on part du plus haut de l'intelligence, c'est-à-dire des ouvrages de philosophie et des systèmes philosophiques. Et notre pari avec Philohack, c'est de se dire si on part du plus haut de ce qu'a conçu l'esprit humain, des systèmes philosophiques, métaphysiques, eh bien on va pouvoir produire une pensée qui sera une pensée artificielle extrêmement, je dirais, spirituelle dans son essence. Philohack contient la méthode Voyout. Quand vous appuyez sur le logo de Philohack, qui est une ampoule avec le symbole phi, philosophie, quand vous appuyez dessus, vous arrivez à la méthode Voyout. La méthode Voyout, c'est pas de la philosophie. Que ça soit très clair, le but est d'arnaquer le correcteur, de faire tout ce qu'il attend pour sortir du lot du paquet de copies qu'il est en train de corriger, une centaine de copies pour le bac. Il est fatigué, il fait beau dehors, il est dans les cafés, et donc je donne toutes les astuces pour assurer une très bonne note, même si on a eu 5 toute l'année en philosophie. Donc ça dénonce quelque chose. Parce qu'on a une vision hyper passéiste, avec toujours les vieux philosophes qu'il faut citer, ils sont une vingtaine, il n'y a que des hommes principalement, et c'est une vision qui fait du mal à la philosophie. Et aujourd'hui, la philosophie, de plus en plus, depuis une dizaine d'années, elle est montrée dans les médias, à la radio, etc., avec quelque chose de vieux. C'est-à-dire que même quand on parle des choses modernes, on doit citer du Spinoza, du Nietzsche, de l'Aristote, du Platon et du Kant. Donc nous, on joue dans la méthode Voyout ce jeu-là. Si vous voulez du vintage philosophique, puisqu'il en faut dans vos copies, on va vous en donner. Évidemment, on va vous donner la phrase de Kant qu'il faut mettre, et puis là, ça fera plaisir au professeur. On va vous donner le vieux film des années 50 qui fera plaisir au professeur, et on va vous donner du Platon, parce que Platon parle encore au professeur. C'est pas ça la philosophie. La philosophie, c'est pas ça. Ça, c'est de l'histoire de la philosophie. La philosophie, c'est pas faire référence à Kant de façon obligatoire dans une disserte de philosophie. La philosophie, normalement, indépendamment de la dissertation à la fac ou au bac, qui est un exercice féodal, que l'on vend comme étant l'exercice de la liberté du libre jugement, mais bon, en fait c'est juste un exercice féodal. La philosophie, c'est pas ça. La philosophie, c'est une interrogation qui argumente sur l'approfondissement d'elle-même. Et donc il y a de la nouveauté à chaque fois. Normalement, on ne doit pas se répéter en philosophie. Et là, on a une sorte de fausse philosophie, de pseudo-philosophie, qui se répète à l'infini. Il suffit de voir d'ailleurs les autres applications philosophiques. Vous avez du Kant, du Nietzsche et du Platon. Regardez les magazines, Philosophie Magazine et compagnie, vous avez du Kant, du Nietzsche et du Platon. Allez à la Sorbonne et regardez 2-3 cours de philosophie, vous aurez du Kant, du Nietzsche et du Platon. Et donc, avec 20 noms en philosophie, 20 noms, hein, tout tient en 20 noms, on a des sortes de Madame Irma qui s'ignorent et qui tirent leurs cartes de philosophie comme on tire les cartes. C'est-à-dire, un petit coup de Platon en première partie, un petit coup de Kant en deuxième partie. C'est comme ça qu'on passe les concours en philosophie, c'est comme ça qu'on enseigne la philosophie. Et c'est juste ridicule, les questions par exemple d'écologie, les questions de migration, les questions de géopolitique, les questions de gènes et de génome ne sont pas du tout abordées par les vieux philosophes des années 1800 ou 1700. Alors il y a toujours des petites exceptions, mais on fait vite le tour. Donc voilà, la philosophie, c'est l'exercice intellectuel qui devrait normalement prendre à toutes les sources, valider, raisonner et estampiller un peu scientifiquement pour pouvoir tisser une vision du monde nouvelle.
Tant qu'il n'y a pas création d'une vision du monde nouvelle, on n'est pas dans la philosophie, on est dans l'histoire de la philosophie. Donc ce que je condamne avec l'exercice du bac, c'est qu'on enferme les jeunes dans une fausse vision de la philosophie, qui va d'ailleurs les priver de faire de la philosophie plus tard. C'est une vision qui consiste à dire recycler des choses connues, recycler du connu et de l'attendu, faites thèse, antithèse, synthèse, etc., pour faire semblant finalement de penser. Parce que si on laisse vraiment les jeunes penser par eux-mêmes au baccalauréat, ils ne produiraient pas du tout un texte comme une dissertation de philosophie aujourd'hui. Ils produiraient autre chose, de plus créatif. Alors il y aurait peut-être du rap dedans, il y aurait peut-être des références à l'actualité dedans, c'est-à-dire des choses complètement bannies dans une copie de philosophie aujourd'hui. La méthode Voyoud, c'est de l'anti-philosophie. Voilà, je l'assume complètement. La méthode Voyoud, c'est de l'anti-philosophie. Il se trouve que de l'anti-philosophie permet d'avoir 18 sur 20 au bac. L'année dernière, en 2017, on a eu 3,20 par la méthode Voyoud, 3,20 sur 20 au bac. 20 sur 20 au bac. Hein. Et par deux qui n'étaient pas, il y en a une qui était très bonne, mais deux qui n'étaient pas spécialement bons dans l'année, qui avaient entre 10 et 11 de moyenne. Donc oui, si l'anti-philosophie permet d'avoir 20 sur 20 au bac, alors peut-être faudrait-il enseigner la vraie philosophie au bac, c'est-à-dire quelque chose de créatif, c'est-à-dire quelque chose d'emprise avec le monde dans lequel vivent les jeunes. Je veux dire, les cours de philosophie aujourd'hui en terminale ne parlent pas vraiment de l'informatique, du numérique, d'Internet, ne parlent pas véritablement du féminisme, du sexisme, du racisme. Alors, on l'aborde en cours, mais de façon très lapidaire, alors qu'on devrait y consacrer des heures et des heures, parce que c'est ce qui touche aujourd'hui les jeunes, et c'est des vrais débats philosophiques. Les débats sur le communautarisme, les débats sur le terrorisme, c'est des débats philosophiques. Mais les professeurs ont du mal à s'y mettre, d'abord parce qu'ils sont tenus par un programme avec des notions imposées et des auteurs imposés, et quand bien même ils désobéiraient au programme, ce qui est assez fréquent en philosophie, on aurait finalement une condamnation des parents, qui eux-mêmes ont mangé de la philosophie vieille de plus de 3 siècles, et qui disent c'est pas possible d'analyser Peter Singer sur le droit animal et sur l'écologie, d'analyser des auteurs de science-fiction pour philosopher, comme Frank Herbert, d'analyser, voilà. Donc la philosophie devrait être, au contraire, au baccalauréat, une immense fenêtre sur la culture générale, avec l'idée que la question nécessite une argumentation et un débat critique. Le débat critique n'est pas du tout pratiqué dans l'école de la République. Voilà. Et d'ailleurs, le fait même de maintenir l'épreuve avec l'épreuve de philosophie, de dissertation écrite, c'est maintenir l'élitisme, parce qu'on sait bien que ceux qui brillent, la plupart dans la dissertation de philosophie, c'est en général des jeunes qui ont eu un rapport un peu direct avec la culture, ne serait-ce que la culture de leurs parents. Donc voilà, donc c'est une mascarade finalement qui naturalise l'échec des jeunes, alors que la philosophie devrait être un acte de résistance. Donc je suis sûr que si on ouvre la philosophie aux questions du moment, quitte à parler des systèmes, mais pour que ça puisse briller dans une vision de l'actualité rénovée par le questionnement philosophique, je suis sûr que les jeunes des classes populaires et ceux qui n'ont pas eu des bibliothèques dans leur maison pourraient vraiment avoir des très bonnes notes en vraie philosophie et pas en anti-philosophie. Donc moi, ce que je donne dans Philohack et dans la méthode Voyoud, c'est une arme pour sauver tous les jeunes qui risquent de se planter en philosophie. Ce n'est pas de la philosophie, c'est clairement dit, hein, c'est une arnaque. Et arnaque, j'ai presque envie de l'écrire, A-R-N-H-A-C-K. Hein, arnaque, c'est on va hacker l'épreuve, on va contourner, on va frauder légalement cette épreuve. Vous aurez votre 15 sur 20 en philo, vous allez peut-être passer le bac grâce à ça, il y aura eu plein de mentions grâce à cette note, y compris au bac S, hein, où ils ont eu 15 en philo et 10 en maths et ça a sauvé leur bac. Bien sûr, c'est pas de la vraie philosophie, mais c'est pour ça que ça se passe dans Philohack. C'est que Philohack, ce n'est pas que la méthode Voyoud. Philohack, c'est aussi une façon de compiler la philosophie par intelligence artificielle pour qu'elle puisse répondre aux vraies interrogations des utilisateurs d'aujourd'hui. La réflexion à mener, c'est pas tellement faut-il freiner ou pas freiner, et c'est tellement naïf d'entendre les Elon Musk et les grands pontes des technologies et de l'intelligence artificielle s'alarmer en disant non, il faut un moratoire, etc. Ça me fait doucement sourire, d'abord parce qu'ils développent ça, tout simplement, ils le développent allègrement, ce sont des acteurs principaux de ce développement un peu transhumaniste vers le dataïsme, la religion des données, etc. Mais en plus parce que c'est ridicule, il ne s'agit pas de freiner, il s'agit de penser. Plutôt que de freiner une technologie, il faut la penser. Voilà, où ça va, où on veut qu'elle aille. C'est un outil, donc on peut décider
L'outil ne va pas s'imposer à nous. Et s'il s'impose à nous, c'est que des êtres humains ont décidé qu'il devait s'imposer à nous. Le smartphone est un outil. Des êtres humains ont décidé que ça devait nous abrutir, que les informations, le fait d'être informé, c'est un outil. Mais après, des êtres humains ont décidé qu'il fallait nous alarmer émotionnellement à chaque information pour qu'on clique dessus et qu'on soit dans un stress permanent avec plus de sécurité dans la tête comme seul objectif de mission citoyenne. Donc l'outil en lui-même n'est pas condamnable et je dirais c'est plutôt bien que les choses se modernisent, que les ordinateurs aillent plus vite, qu'ils soient plus connectés, que ça soit facile. Ça développe des créations énormes en termes de vidéos, en termes de son, en termes de... Voilà, toute la créativité explose. La question c'est où on veut que ça aille. Et pour ça il faut s'approprier la technologie. Et PhiloHack c'est une tentative de s'approprier une technologie qui va brasser de la philosophie. C'est la première tentative. J'ai regardé un peu ce qui se faisait. On a juste des sortes de magazines de philosophie sur tablette aujourd'hui. Ça reste du magazine. Ou alors des citations comme ça, une banque de citations. Ça reste des banques de données. Dans PhiloHack, on a vraiment cette construction d'une pensée artificielle qui va s'adapter à l'utilisateur au fur et à mesure des interactions. C'est nouveau, ça m'excite, c'est un pari et c'est vraiment par mon passé de codeur et par Matt Caline, la société que j'ai créée, dirigée par Hazang, mon amie et collaboratrice, c'est vraiment le combat qu'on veut mener à l'avenir. Et donc Imlac, l'intelligence artificielle philosophante, va utiliser tout ce qu'on aura testé et validé avec PhiloHack pour aller encore plus loin et pousser le curseur de l'intelligence philosophante encore plus haut. PhiloHack me rend heureux, j'ai passé des heures et des heures à concevoir le moteur de recherche, à concevoir l'algorithme, on a toute une équipe, on a des jeunes, j'aime beaucoup être connecté aux jeunes, on a plein de jeunes qui nous aident à éditer tout ça et à mettre ça en place, on a des développeurs vietnamiens, c'est une aventure interculturelle, PhiloHack, on n'est pas en Europe, on est aussi connecté à l'Asie, voilà, connecté au monde, et donc c'est très très excitant et j'espère que les utilisateurs auront un très grand plaisir à aborder la philosophie par ce biais totalement nouveau. C'est la première fois qu'on va aborder la philosophie avec un philosophe artificiel qui nous répondra et qui nous proposera des pistes de réflexion et de méditation.